95.9 FM, c'est Radio Laser. Partir ou rester quand le couple va mal, une question qu'on vous pose forcément. Gwen Melsquet, médiatrice de couple, vous êtes basée à Rennes, vous êtes aussi médiatrice en communication non violente. Bonjour Gwen. Bonjour. Donc une question qu'on vous pose régulièrement quand on vient vous voir en séance. Oui, c'est vrai que ça fait partie des questions qui sont vraiment récurrentes. Est-ce que on se sépare ou est-ce qu'on reste ensemble ? Et moi, je propose d'emblée de déjà pas prendre de décision radicale avant 3 séances de couple minimum, parce que ça permet c'est le temps que je considère minimum pour prendre conscience d'un minimum de choses et puis de mettre en place aussi notamment une nouvelle forme de communication et puis des actions qu'on verra avec le couple. Avec ce principe-là, vous avez 3 postulats, c'est ça ? Ouais, le premier postulat, c'est que malheureusement, on ne nous apprend pas comment nous fonctionnons, que ce soit à l'école ou dans nos familles. On nous apprend pas comment gérer nos émotions, comment communiquer, comment écouter l'autre, comment trouver des solutions ensemble, comment le couple fonctionne, comment la famille fonctionne. Tout ça, on nous apprend pas. Résultat, tout le monde galère. Et rares, malheureusement, sont les virtuoses de la relation, hein. Tout comme il y a pas beaucoup de virtuoses de la guitare, par exemple, c'est pareil, les virtuoses de la relation sont quand même assez rares. Donc du coup, il nous faut apprendre. D'ailleurs, ça me fait penser que, en termes d'intelligence, on sait maintenant qu'il y a plusieurs intelligences. On parle de plus en plus, même si ça reste encore assez fermé, de l'intelligence sociale. Là, on y est en plein dedans quelque part. C'est comment on développe cette intelligence sociale par l'écoute, le dialogue, comment on se place en société, etc. Mais aussi comment on trouve son rôle au sein de son foyer ou de son couple. Comment est-ce que on trouve notre place dans le couple, c'est-à-dire et dans notre famille, c'est-à-dire en ne s'oubliant pas, donc en prenant en compte nos besoins les plus importants et en prenant en compte aussi les besoins de nos proches. Deuxième postulat. Alors mon deuxième postulat, c'est qu'en fait, on fait tous de notre mieux. Personnellement, je ne crois absolument pas aux mauvaises intentions, et je pense que c'est très souvent lié à une incapacité à faire autrement, comme si on n'avait pas les moyens de faire autrement, donc du coup on va vers la seule solution qui nous semble possible. Ça me fait penser à quand on casse quelque chose et puis on a la réflexion, il manquerait plus que tu l'aies fait exprès. C'est ça, exactement. Ouais, ça. On colle des intentions sur les actions des autres, alors qu'en fait non, on fait juste comme on peut. Imaginez par exemple une personne qui est dans la moquerie vis-à-vis de ses proches, qui a un peu cette habitude là de se moquer des autres. Moi, je reçois par exemple, j'ai reçu l'année dernière une personne qui était beaucoup dans la moquerie et elle avait envie de changer cette personne-là. Et en fait, on s'est rendu compte que dans son passé, dans sa famille, ses parents ne la valorisaient absolument pas et même la dévalorisaient. Donc du coup, pour elle, c'était une sorte de besoin qui était très en manque de se valoriser. Et du coup, elle avait trouvé que cette façon-là pour enfin se sentir valorisée, puisqu'elle n'avait pas eu ça de la part de ses parents. Donc c'était pour se valoriser, dévaloriser ses proches. C'est ça, ouais. C'est le yin et le yang, ouais. C'est triste, mais malheureusement, si on nous apprend pas comment nourrir nos besoins les plus fondamentaux, on fait comme on peut. Et effectivement, souvent, on peut faire du mal. Donc, dans votre postulat 3, il faut regarder en arrière, il faut regarder son passé. C'est ça, ouais. Les blessures d'enfance, ça c'est Imago, la méthode Imago dont je m'inspire en partie, qui nous apprend ça. Il y a aussi le Jung qui apprend ça aussi, que les blessures d'enfance, en fait, font que une fois adultes, elles vont rester et on va agir comme un enfant sur certaines problématiques. Et la problématique que vous déroulez avec nous en ce moment, Gwen Melsquet, médiatrice de couple et médiatrice en communication non violente, est la suivante: partir ou rester. Est-ce que, il n'y a pas de recette miracle, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place, quelques solutions que vous pouvez nous prodiguer à présent ? Alors moi, j'utilise beaucoup la CNV, la communication non violente de Marshall Rosenberg. C'est un processus qui est de plus en plus utilisé, notamment dans le système scolaire. Et c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à la fois pour se comprendre soi, pour mener sa vie comme on l'entend et pour être dans une relation bienveillante avec les autres. Donc il y a ça déjà. Il y a aussi
La thérapie Imago que je connais un peu, je suis pas formée à cette méthode-là, mais elle m'inspire quand même beaucoup. Et bien sûr, le fait de tout simplement de se faire accompagner, que ce soit en accompagnement individuel quand on a des choses à régler sur notamment nos blessures d'enfance, etc. Et aussi, évidemment, la thérapie de couple pour permettre d'avoir quelqu'un qui aide le couple à recommuniquer, à se recomprendre à nouveau. Donc les outils aussi pour aller plus loin, donc c'est la clé, c'est la communication. Dans une chronique antérieure, vous avez parlé aussi de gratitude. Quoi d'autre ? Alors par exemple, ça c'est la méthode Imago qui le propose et je trouve ça, quand j'ai appris ça, j'avais trouvé ça vraiment très intéressant parce que c'est du concret. Il proposait de faire une liste de comment on se sent aimé. Que chacun puisse faire une liste de comment on se sent aimé par l'autre, donc avec des petites choses très simples, genre quand tu verses du café dans ma tasse le matin, je me sens aimé. Ou quand tu m'appelles mon petit lapin, je me sens aimé. Et que chacun puisse réfléchir là-dessus et puis du coup donner sa liste à l'autre. C'est comme si on avait un mode d'emploi de l'autre, comment l'autre se sent aimé. Ouais, puis ça permet d'avoir un recul sur soi-même quand on arrive à exprimer son amour de son être cher. Ouais. Donc en fait, ça a double sens quelque part. C'est ça, exactement. C'est je donne et je prends. Ouais. Alors, on a vu avec vous le dialogue de gratitude. Il y a aussi le dialogue de frustration aussi. Alors effectivement, le dialogue de frustration, l'idée c'est de pouvoir exprimer pourquoi on se sent pas bien par rapport à telle ou telle chose. Et l'idée c'est d'avoir une trame, comme avec la communication non violente, qui donne différentes étapes de communication pour faire comprendre à l'autre pourquoi est-ce qu'on se sent pas bien dans telle ou telle situation, en quoi c'est vraiment important, et ensuite de pouvoir trouver des solutions concrètes, des choses très précises qui vont pouvoir changer la donne. Et puis l'amour, c'est aussi la faire vivre. Donc vous l'avez évoqué, une liste de comment on se sent aimé. Ça peut être aussi de surprises. On sait qu'on aime bien toutes et tous les cadeaux, et puis aussi d'activités, ce qu'on a envie de faire ensemble. Effectivement, ça c'est des choses qui sont intéressantes dans le sens où c'est du concret, parce que l'idée c'est de pas seulement voir comment est-ce qu'on peut dépasser nos difficultés, c'est aussi remettre beaucoup de positif dans le couple, nourrir le couple avec beaucoup de choses qui renforcent les liens. Et donc, c'est comme pour n'importe quel autre domaine, l'idée c'est de réfléchir et ensuite de passer à l'action. Donc du coup, de réfléchir et de se dire, on va faire une petite liste d'activités qui peuvent renforcer notre complicité. Et comme ça, chaque week-end, si on se réserve 2 heures tous les week-ends, on n'aura qu'à cocher, plutôt choisir dans la liste qu'on aura déjà imaginée. Donc ça, c'est anticiper. Je pense que pour les personnes qui nous écoutent, on doit être un bon nombre à avoir du mal à le faire, mais ça paraît capital pour savoir vraiment les besoins de chacun et chacune. Ouais, parce que souvent, quand on veut faire quelque chose le week-end, par exemple, des fois, on ne sait pas quoi faire, alors on va se cantonner à une balade, un resto. Alors que si on y réfléchit, en fait, peut-être qu'on va trouver un truc, on pourrait se faire des batailles de badminton, ou alors on pourrait se faire des battles, par exemple, danser sur du rap ou des choses comme ça. Enfin, d'imaginer des choses qui peut-être sortent un peu plus de l'ordinaire. Dans une chronique précédente, vous avez parlé aussi, dans la communication non violente, c'est parler chacun son tour aussi. Ouais. S'écouter, s'exprimer. Ça, c'est vraiment important pour ne pas être dans la réaction de ce que va dire l'autre et plutôt lui consacrer du temps pour essayer de comprendre c'est quoi son monde, qu'est-ce qui est important pour lui, même si c'est des choses qu'on partage pas, même si c'est une situation dans laquelle on n'aura pas du tout cette intensité émotionnelle, c'est pas grave, c'est important pour l'autre. Donc effectivement, c'est chacun son tour et même des fois, pour certains couples, je leur propose de mettre un timer. C'est 5 minutes chacun, par exemple, ou 10 minutes chacun. La question centrale de votre chronique ce mois-ci, partir ou rester, comment on l'annonce, si on part ou si on reste, dans quel contexte, de quelle manière, on va pas envoyer un texto? Non, alors l'idée c'est que on peut effectivement aller consulter un thérapeute de couple aussi pour se séparer. Ça c'est quelque chose que je fais aussi. Ça permet d'être plus en paix, de se dire de sortir des rancœurs en fait, de pas se quitter avec de la rancœur et de se dire j'ai tel besoin que j'arrive vraiment pas à nourrir dans le couple. Toi aussi c'est pareil. Donc du coup on arrive à se séparer dans la paix.
Et ce qui est important, c'est que s'il y a une période de transition, parce que ça peut être important avant de prendre une décision radicale, si vraiment c'est trop la guerre dans le couple, de faire chacun chez soi, peut-être pendant un temps, pour permettre de plus subir le côté très conflictuel qui nous empêche de prendre du recul et de finalement peut-être trouver des solutions. Et d'avoir un peu moins d'affect alors quelque part. Oui. Alors souvent on entend le fait de rester pour les enfants, ça vous en pensez quoi ? C'est un peu un c'est classique. Délicat. Ouais, c'est délicat parce que bien sûr que les personnes ont envie de maintenir leur famille unie et puis de montrer un couple uni à leurs enfants. Si effectivement c'est la guerre, bien sûr que c'est pas positif pour les enfants. Ce qui est important, c'est de pouvoir se donner les moyens d'essayer d'aller mieux. C'est-à-dire que, effectivement, si c'est la guerre et qu'on fait rien, ou en tout cas qu'on essaye, mais qu'on voit bien que ça n'a pas de résultat, moi, j'aimerais donner de l'espoir, en fait, dans le sens où, comme je vous disais, on n'apprend pas à communiquer, on n'apprend pas comment entretenir la flamme dans le couple, tout ça. Alors que ça existe, il y a des outils, en fait. Et si on s'approprie ces outils, si on a le courage de changer nos habitudes de communication, si on a le courage de prendre le temps, en fait, d'installer des nouvelles habitudes pour passer plus de temps ensemble, pour exprimer sa gratitude, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Il y a une thérapeute Imago qui dit qu'il n'existe pas de couple idéal, on construit le couple idéal. Et on le construit à deux. C'est ça. Tout à fait. Partir ou rester, une chronique avec vous, Gwen Melscouet. On vous retrouve d'ailleurs, vous êtes une médiatrice de couple basée à Rennes et vous pratiquez la médiation de communication non violente. Merci à vous, à bientôt. Merci, à bientôt.